midi. Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, hôpital de Pikine, le personnel en colère. Les blouses blanches l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse ce matin. Pour eux, il n'est pas question de les mêler à l'affaire Aïcha Diallo. C'est de l'acharnement contre le meilleur hôpital du pays, ont dit les travailleurs de la structure sanitaire, qui est aujourd'hui au devant de l'actualité. Que justice soit faite dans l'affaire de la jeune Aïcha Diallo. Ces propos sont du professeur de médecine El Hajdian. Il regrette ce qui s'est passé à Pikine et prône une révision du système sanitaire au Sénégal. À ce propos d'ailleurs et à propos de la sortie des travailleurs de l'hôpital de Pikine, vous pourrez suivre la réflexion d'Abdoulaye Cissé. Des nouvelles du pêcheur saint-lusien blessé par les gardes-côtes mauritaniens. Il se porte mieux et il est rentré chez lui. Et au sujet des 22 autres pêcheurs arrêtés en Mauritanie, les 17 ont été finalement libérés. Des précisions dans ce journal avec le colonel Mamadou Ndiaye. C'est un autre univers pour les ex-pensionnaires des collèges à Ouselem qui ont intégré d'autres écoles de la capitale. Ils font avec la nouvelle situation. Nous sommes allés à leur rencontre. Et puis en politique, Idrissa Seck descend à nouveau sur le terrain au moment où son parti est fortement secoué par des départs. Décryptage de la démarche du leader de Rewmi dans quelques instants. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. Au Mali, les 11 militaires enlevés dans différentes attaques sont toujours en vie. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Iyad Ghali a diffusé une vidéo dans laquelle les militaires apparaissent. Ils demandent au président Ibrahim Boubacar Keïta de tout faire pour obtenir leur libération. Journée de manifestation hier au Togo, 4 morts. À Lomé et à Sokodé, la peste à Madagascar, près de 900 cas enregistrés, 80 personnes sont mortes de la maladie, un bilan qui s'alourdit de jour en jour. Et puis la justice béninoise paralysée, 6 syndicats observent une grève de 48 heures depuis hier. Un autre mot d'ordre de 72 heures est prévu la semaine prochaine. La page des sports au féminin. Bonjour Sodatiam. Bonjour Antoine Diouf. Le Munisport. Le tournoi de l'Assemblée nationale initialement prévu le 20 octobre est reporté au 27 octobre. Vous aurez dans ce journal des sports le chargé des compétitions au secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football, Jo Samba, sur les raisons de ce report. Avant l'entame de la saison 2017-2018, beaucoup de clubs ont déjà démarré la préparation. Une question Antoine, quelle est l'importance de cette préparation d'avant-saison? Vous aurez à ce propos Hassan Faye, le préparateur physique de l'Institut Djambar. Et puis nous parlerons du football avec l'Europa League, 3e journée avec l'attraction Nice-Lazio Rome. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h20. Abdoulaye Ndiaye signe la chronique du jour et point de vue sur la problématique de la commercialisation de l'arachide au Sénégal. Débat vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est à travers une conférence de presse que les travailleurs de l'hôpital de Pikine ont finalement voulu signifier à l'opinion qu'ils n'ont rien à voir dans la mort de Aïcha Diallo. Mais bien au contraire, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ces blouses blanches disent qu'ils font beaucoup d'efforts qui ne sont jamais reconnus. Salif Sow a assisté à leur conférence de presse. Il a recueilli les propos du porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de Pikine. Abdoul Dem, il s'appelle. Les attaques, acharnement contre les structures de santé. Et depuis presque 3 jours, on s'acharne contre nous. Et tout le personnel regroupé au sein de l'intersyndicale présente ses condoléances à la famille d'Aïcha Diallo. Parce que nous, notre vocation, c'est de soigner les malades. Et nous, on n'a pas vocation de faire quoi que ce soit que de soigner les malades. Nous, l'image, parce qu'il y a certains gens qui sont en train de tenir l'image de marque de l'hôpital. Et on est le meilleur hôpital de ce pays. Le meilleur, parce que malgré cette forte densité de population, nous sommes là au chevet des malades nuit et jour.
Non, vous savez, c'est 124 lits pour un département si peuplé. Vous voyez ce que ça fait. Mais au niveau des urgences, il n'y a que 10 lits ou 11 lits. Vous voyez ce que ça fait. On est en train de faire au moins de sortir pour agrandir les urgences. Non, je ne rentre pas parce que y a une enquête en cours. On va laisser édifier par rapport à l'enquête. Il va voir son conseil juridique. L'émotion née de la mort de la jeune Aïcha Diallo et les réprobations qui sont suivies ont désigné l'hôpital public, notamment l'hôpital de Pikine à la vindicte populaire. C'est une erreur que de croire que dans cette affaire, les usagers sont opposés au personnel médical. Les salariés de l'hôpital qui ont organisé une conférence de presse à la place d'un rassemblement de protestation à cet effet se trompent aussi de combat. Dans cette affaire, usagers et personnel médical doivent être unis pour le même combat, pour vaincre le même monstre qui enfante ce système sanitaire obsolète. Abdoulaye Sissé. Que le personnel de l'hôpital de Pikine ne s'y trompe pas. Dans cette affaire, c'est moins la responsabilité des agents, personnels soignants comme médecins, que celle de l'administration de l'hôpital qui est engagée. Tout au plus, c'est le directeur de l'hôpital qui a joué un mauvais tour à son personnel de santé, car en voulant coûte que coûte dégager sa propre responsabilité, il a enfoncé les médecins chirurgiens par une déclaration malheureuse sur le diagnostic tardif posé sur le mal de la petite Aïcha Diallo. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas le souvenir que quelqu'un ait mis en cause ici ou ailleurs la compétence des médecins ou du personnel soignant. Ce qui est en cause, c'est ce système qui organise l'accueil et la prise en charge des malades et qui impose au personnel, qui ne sont finalement que de petites mains, de simples exécutants. Il est vrai que dans la colère du peuple, le fil est ténu pour faire l'amalgame entre le système et le personnel de santé. Mais cette différence doit être faite de façon nette et le personnel médical et de santé a tout intérêt à être solidaire de la cause du peuple plutôt que de se dresser. D'ailleurs, qui mieux que le docteur Boli Diop, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, pose le diagnostic. Merci aux confrères du journal L'Enquête pour lui avoir permis de rappeler ce que tout le monde sait. Mais je le rappelle quand même, en citant le docteur Boli Diop, il n'y a pas au Sénégal suffisamment de médecins formés à la prise en charge des urgences. Autre diagnostic implacable, je cite, on entre à l'hôpital en tant que personnel d'appui, on se retrouve du jour au lendemain personnel de soins. Rien que ça et fin de citation. À la limite, c'est à ce niveau que le personnel de santé bien formé doit orienter son combat, extirper les mauvais agents du corps du personnel médical au lieu de faire du corporatisme. D'ailleurs, comme tous les corps de métier, il y a des bons comme des mauvais agents. Mais la santé ne peut pas se permettre de garder des brebis galeuses en son sein, au même titre que de se dresser contre ce système qui fait que tous sont des monstres plutôt que des soignants, des machines plutôt que des êtres sensibles. Le corps médical doit faire sa mue et c'est qu'à ce titre qu'il aura le soutien du peuple. Abdoulaye Sissé, en direct dans ce journal, le professeur El Hajnia regrette d'abord la mort de la jeune Aïcha Diallo avant de demander que justice soit faite. Le chef du service radiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui s'est prononcé sur cette affaire, pense que le système sanitaire doit être revu et le personnel soignant mieux formé. Le professeur El Hajnia était l'invité de RFM Matin. Cela est inacceptable. Pour le cas des hôpitaux particulièrement, il faut insister sur l'état des lieux, il faut que les lieux soient convenables. Il faut que les personnes également travaillent dans des conditions correctes qui leur permettent d'exécuter les différentes tâches. Mais mieux encore, il faut que le personnel soit bien formé et chaque fois que de besoin, évidemment, il faut féliciter, il faut donner la sanction positive, mais également la sanction négative, parce qu'on ne peut pas gratuitement mettre en danger la vie de quelqu'un, exposer en danger la vie de quelqu'un, ne pas justement mettre à la disposition du malade, qui d'ailleurs est devenu un client, ce que je déplore, ne pas mettre à sa disposition tous les moyens scientifiques, tous les moyens technologiques de l'époque pour pouvoir le sauver. Je crois que... Donc s'il y a défaillance, il doit y avoir des sanctions, les fautifs doivent être sanctionnés. Mais absolument, absolument. La loi est bien codifiée. Il y a les délits de non-assistance à personne en danger. Il y a les délits de mise en danger de la population. Il y a également le délit de ne pas mettre à la disposition de son malade d'obligation de moyens. Aujourd'hui, il faut que
justice soit faite. On ne peut pas laisser les patients à la merci de tout le monde. Restons dans le domaine de la santé, mais pour parler cette fois-ci de la fuite des cerveaux chez les médecins sénégalais. Beaucoup d'entre eux sont allés monnayer leur talent en Occident, ce qui ne laisse pas indifférents les étudiants en médecine rencontrés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils sont tentés par l'expérience parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de problèmes dans le système sanitaire, disent-ils. Un reportage de Cheikh Diop. Habillé en Lacoste rouge, Mansour John est un étudiant à la faculté médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En master 1, l'étudiant est pour la fuite des cerveaux. Pourquoi pas partir? Parce que là, on voit des médecins chômeurs, des pharmaciens chômeurs, des dentistes aussi. Donc, si on ne trouve pas de l'emploi, on est obligé de le chercher parce qu'on a fait presque minimum 5 ans de formation ici à la fac avec toutes les difficultés qu'on y rencontre. La fuite des cerveaux, c'est compréhensible parce qu'ici, vous voyez des personnes qui se décarcassent, qui étudient jour et nuit, qui apprennent, qui font des recherches. Mais là, l'État, il est vraiment un peu paresseux à notre niveau là, franchement. C'est le cas d'Absafal Diassi qui a toujours rêvé de sortir du pays et elle ne reviendrait que si on lui propose un bon salaire. J'ai prévu de faire ma spécialisation à l'extérieur. Bon, je sais pas, après ma spécialisation, si je vais rester ou quoi. Ça dépend des circonstances. Je trouve que je peux gagner beaucoup de choses avec. Si j'ai un bon job là-bas, je ne vais pas revenir, c'est pour travailler. Pour son camarade à la faculté de médecine, le système sanitaire du Sénégal est malade. Une situation que déplore Mansour John. La situation actuelle, je me dis que c'est lamentable. C'est vraiment horrible de voir un médecin qui n'est pas capable de faire son travail. Donc le savoir est vraiment essentiel pour un médecin. Certains étudiants de la faculté de médecine de l'UCAD invitent l'État du Sénégal à mieux traiter les professionnels de la santé. Ces étudiants veulent aussi être recrutés à la fin de leurs études. 12h12, la suite de ce journal dans un instant. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Sur les traces des désormais ex-élèves des collèges Yaouslim, nous nous sommes rendus au lycée d'excellence Birago Diop où certains d'entre eux sont nouvellement admis. Ils se sont bien intégrés dans cet établissement qui a reçu un nombre d'élèves supplémentaires. Il y a un tout petit chamboulement. Reportage au lycée Birago Diop, Nafissatou Silla. 9h45 dans la cour du lycée d'excellence Birago Diop. Les élèves sont en pleine récréation. La cour et les couloirs sont assez étroits pour contenir tout le monde. Normal, l'effectif a augmenté. De nombreux élèves du collège Yavouz Selim sont inscrits ici. Nous, on avait 700 élèves, donc on s'attendait à retrouver nos 750 élèves. On est presque à 900 élèves, n'est-ce pas? Donc on a dû même ajouter presque 8 nouvelles classes. Là, on en a presque à 38 classes. Pour le proviseur Abdoulaye Biaye, il y a certes un chamboulement, mais pas très important. C'est vrai que c'est pas évident parce que d'abord, c'est la période. Nous, on arrêtait un peu nos inscriptions au mois de juillet, début août. Et quand il y a eu cette histoire, le 7, le 13 et le 20 septembre, on nous a organisé des tests pour eux. Donc c'est là qu'il y a eu le grand rush. Donc vous recevez des élèves en fin septembre, 7, 13, 20 et 27 septembre, à la veille de la rentrée. Naturellement, il va y avoir quelques débordements. Donc on est en train de continuer de réorganiser parce qu'on a dû déplacer la rentrée. Au lieu du 2, on a fait le 9 et petit à petit maintenant il fallait lancer. Donc avec la création d'une nouvelle classe, ça va un peu jouer normalement sur la finalisation. Et pour ce qui concerne l'intégration, une ex-élève de Yavouz Selim nous confie que la transition est parfaite. Il n'y a pas de problème, je m'intègre bien. On est bien intégré. On est bien reçu. Il n'y a pas de difficulté pour le programme et l'enseignement. Dans la cour du lycée, il est difficile de distinguer les nouveaux et les anciens pensionnaires de l'établissement. On les accepte et on essaie de les faire sortir de la zone de confort pour qu'ils puissent s'ouvrir à l'école. Depuis la fermeture des établissements du groupe Yavouz Selim, beaucoup d'écoles ont reçu leurs anciens pensionnaires. Reste à espérer que la transition se passe bien à l'image du lycée d'excellence Birago Diop. Nafissatou Silla, les suites de l'affaire du pêcheur sénégalais blessé par balle par les gardes-côtes mauritaniens. L'homme se porte mieux et il est même rentré chez lui. Selon le directeur de la surveillance des pêches, le colonel Mamadou Ndiaye, révèle que 17 des 22 pêcheurs sénégalais arrêtés en Mauritanie ont été finalement libérés. Il appelle par ailleurs nos compatriotes à éviter les eaux territoriales mauritaniennes. Écoutons le colonel Mamadou Ndiaye au téléphone d'El Hadj Ndiogou Diène. Il y a eu un blessé, effectivement. Il a été blessé par balle au niveau de la cuisse. Il est sorti de l'hôpital et est rentré chez lui actuellement. Et donc, il va à l'hôpital pour
subir ces soins. En ce qui concerne l'affaire à proprement parler, donc les pêcheurs avaient été appréhendés par les gardes-côtes mauritaniens et sur un équipage de 22 qui a été retenu au niveau de Ndiago, actuellement les 17 ont été libérés. 5 sont actuellement au niveau de la brigade de gendarmerie de Rosso et attendent d'être jugés. Pour l'instant, les 17 membres d'équipage sont retournés à Saint-Louis et l'ambassade du Sénégal en Mauritanie est en train de suivre de près l'évolution de cette affaire. Permettez-moi tout d'abord de faire remarquer que la Mauritanie est un pays souverain qui a sa réglementation, qui a sa zone de pêche délimitée, ses frontières bien délimitées et qui a une marine comme nous autres au Sénégal, donc qui tente de surveiller ces eaux maritimes. Ce qu'il faut juste regretter, c'est que nos pêcheurs, malgré la sensibilisation, malgré tous les efforts consentis par l'État du Sénégal, s'aventurent encore dans les eaux mauritaniennes. Et là, on va continuer encore à les sensibiliser. Mais malheureusement, malgré tous les efforts, ils continuent à y aller. Des zones de pêche ont été ouvertes, ils ont été accueillis à leur retour de la Mauritanie dans certaines zones de pêche, à Joal, à Bourg et ailleurs, par les autres communautés. Et j'avoue que nous ne comprenons pas pourquoi donc ils s'aventurent encore toujours dans les eaux mauritiennes. En plus bref, suspension des ziyares auprès du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. C'est jusqu'au 10 du mois lunaire de Safar. L'annonce a été faite par son porte-parole particulier, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, motivant sa décision. Le guide religieux dit souhaiter d'abord la participation de tous aux activités préparatoires du Grand Magal de Touba, notamment les récitals de Khassaïd et du Saint-Coran du premier Safar, mais aussi les journées de propreté organisées dans la ville sainte. L'actualité politique, la tournée nationale d'Idrissa Seck, le leader de Rewmi sur le terrain, alors que son parti vit des soubresauts. Des observateurs analysent cette démarche de Seck. Un trompe-l'œil selon certains, là où d'autres pensent que l'ancien Premier ministre voit déjà 2019. C'est un dossier réalisé par Georges Détidiop. Rewmi, face à des remous avec une série de départs, son leader investit le terrain pour une tournée politique. Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, n'y voit ni plus ni moins que de la diversion. Je pense que le président de Rewmi, au lieu d'aller faire des diversions sur le terrain, aurait bien réglé ces problèmes-là, organiser s'il le faut même un congrès, afin de réfléchir sur les possibilités à reconsolider son parti plutôt que d'aller sur le terrain. Mais de toute façon, ce n'est pas interdit d'aller sur le terrain, mais on sait bien que si, en allant vers le terrain, alors que le parti est confronté à d'énormes problèmes, ça ne me semble pas être un choix judiciaire. Mais pour Mamadou Sy Albert, journaliste et analyste politique, Idrissa Seck se prépare déjà pour 2019, ayant tiré les leçons du passé. C'est normal que ce candidat potentiel qui commence à faire une campagne dans les régions. Si vous vous souvenez, Macky Sall, il est resté pratiquement un an, même plus d'1 an à faire des tournées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc Idrissa Seck a tiré cette leçon de la présidentielle de 2012. Deuxièmement, il y a également le contexte actuel. Son parti est relativement instable. Je crois que c'est une raison majeure pour expliquer la tournée vers les militants qu'il a encore dans les régions, pour remobiliser ses militants, pour remobiliser son parti, pour aussi donner une image d'un parti qui n'est pas en difficulté. Autre explication, selon Mamadou Sy Albert, faire oublier les récentes démissions qui alimentent les débats. Quand il perd des militants, des responsables, surtout des parlementaires comme Thierno Bocoum, ça crée un vide, ça crée déjà un malaise à l'intérieur de la direction du Rewmi, ça crée un malaise au niveau des symboles. Donc il cherche lui aussi à montrer qu'il est égal à lui-même, qu'il a de bons rapports avec ses militants qui passent, il accepte les débats, et il veut montrer l'image de quelqu'un qui est engagé, qui est fidèle à lui-même, malgré les secousses qu'il va suivre. Seulement pour Moussa Diaw, la stratégie ne sera pas payante. Et pour cause. De toute façon, compte tenu de la situation, ça va lui retomber dessus. Parce qu'un parti qui n'est pas organisé, un parti où il y a beaucoup de départs, c'est pas un parti viable. Parce que partir de cette façon-là, c'est pas un parti qui va attirer des gens. C'est pas un parti qui va mobiliser. Parce que c'est un parti qui a d'énormes difficultés. D'abord de leadership, ensuite contesté, ensuite de mobilisation autour des projets. Parce que là, il n'y a rien du tout. En tous les cas,
cas, Idi veut faire le tour de Réumi, le pays, pour une conquête du pouvoir. Conquête peut-être des militants sur le départ. RFM. L'actualité internationale. Au Mali, 11 militaires retenus en otage apparaissent dans une vidéo Barthélémy Ngom. Là, cette vidéo, Antoine, a été diffusée en début de ce mois par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Iyad Gali. Dans la vidéo, on aperçoit 11 militaires maliens enlevés dans différentes attaques entre juillet 2016 et mars 2017. Le sort de ces soldats était jusque-là incertain. Dans cette vidéo, donc, en forme de preuve de vie, les 11 militaires déclinent tour à tour leur identité, fatigués mais visiblement en bonne santé. Ils demandent au gouvernement malien et au président Ibrahim Boubacar Keïta de tout faire pour trouver une solution pour obtenir donc leur libération. Alors, question à Serge Daniel, journaliste écrivain basé à Bamako. Est-ce que cette vidéo ne démobilise pas l'armée malienne? Ça ne démobilise pas l'armée malienne. D'après ce que j'ai compris, ce que l'armée malienne dit, c'est de la propagande. Donc, lui, du côté du gouvernement malien et de l'armée, c'est de la propagande. C'est de la propagande telle que perçue donc par les autorités maliennes. Mais aujourd'hui, les militaires demandent au président Ibeka de tout faire pour les libérer. Quelle a été la réaction des autorités par rapport à cette requête? D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les militaires sont en train de réciter quelque chose qu'on leur donne. C'est-à-dire, ce sont les ravisseurs qui leur demandent de parler comme ça. Donc, ce ne sont pas les militaires qui parlent de leur propre fait. Ils parlent parce que s'ils ne disent pas ça, ils vont être fusillés. Bon, la deuxième chose, et ça me paraît important, c'est qu'il y a donc probablement un message que je ne connais pas, que vous ne connaissez probablement pas, que les djihadistes vont envoyer ou ont déjà envoyé via des médiateurs au gouvernement malien. C'est-à-dire que les militaires récitent ce qu'on leur demande de réciter, mais c'est une manière pour dire aux ravisseurs de dire au gouvernement malien, nous vous avons envoyé un message, réagissez parce que la vie de vos militaires est en danger. Qu'est-ce qui explique un peu ce regain de violence-là au Mali, malgré les efforts consentis ça et là pour retrouver la paix? Je suis persuadé qu'il y a trois choses. 2012-2013, il y a eu l'opération Serval. La première chose, c'est que l'opération militaire Serval, française Serval, était le médicament pour empêcher les djihadistes de prendre le sud du pays. Mais ensuite, il n'y a pas eu le médicament pour lutter contre les djihadistes dans le nord du Mali. Nous n'avons pas encore, permettez l'expression, ce médicament. Notre confrère Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako. 4 morts, Barthélémy Ngom, dans des violences entre manifestants et forces de l'ordre au Togo. La journée d'hier a été mouvementée. Plusieurs manifestations dans plusieurs villes togolaises. Tous étaient venus répondre à l'appel de l'opposition qui, depuis plus d'une semaine, organise des marches et rassemblements contre le régime du président Faure Gnassingbé. Sur place, la tension reste vive. L'Organisation internationale de la francophonie a d'ailleurs déploré cette escalade de la violence au Togo et appelle les deux partis, le pouvoir et l'opposition donc, à la table de négociation. Madagascar, la peste a déjà fait 80 victimes. 878 cas sont enregistrés. La maladie continue de gagner du terrain. Le bilan s'alourdit de jour en jour à Wambaye. Dans la capitale malgache, au moins 40 personnes sont mortes de la peste et sur les 878 cas enregistrés à Madagascar, environ les 3 quarts sont des cas de peste pulmonaire, une forme très contagieuse. Quand il n'y a pas de prise en charge, la peste peut tuer en 24 heures. Les autorités malgaches ont mis en œuvre une vaste campagne d'information et de sensibilisation pour que les populations agissent au moins sur la prévention. Selon RFI, une grande campagne d'assainissement est en cours dans la capitale ainsi que des opérations de désinsectisation des quartiers insalubres et autres espaces publics. Pour le moment, l'Organisation mondiale de la santé juge le risque de contamination faible et aucune restriction de voyage n'est préconisée. Au Bénin, Barthélémy, les tribunaux sont paralysés. Les 6 syndicats de la justice observent une grève de 48 heures depuis hier. Le mot d'ordre est très suivi d'ailleurs. Cette grève, vous l'avez dit Antoine, démontre le malaise que traverse la justice béninoise depuis plusieurs mois. Ce mot d'ordre de 48 heures s'achève ce jeudi, mais les syndicalistes annoncent un autre mouvement de grève de 72 heures. Cette fois-ci, ce sera la semaine prochaine. Les syndicalistes ont posé sur la table des autorités de nombreuses revendications qui n'ont jusque-là pas trouvé de solution. Les dernières nominations des greffiers, c'était au mois d'août dernier, sont
sont la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis nous terminons par la Somalie qui rend hommage aux victimes de l'attentat de Mogadiscio. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du pays. 300 morts, 330 blessés et près de 200 personnes toujours portées disparues. Une journée d'hommage a eu lieu hier dans les gradins du stade Konis de Mogadiscio. Tous ont manifesté leur tristesse et leur indignation suite à cette attaque. Ce matin même, le Conseil de sécurité des Nations Unies a observé une minute de silence à la mémoire des victimes. Barthélémy Ngom, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la problématique de la commercialisation de l'arachide au Sénégal. Le débat, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Soda Thiam, rebonjour. Rebonjour Antoine Diouf. En ouverture de cette page des sports, le football avec le tournoi de l'Assemblée nationale qui est reporté au 27 octobre prochain. Initialement prévu le 20 octobre, le début du tournoi sera décalé d'une semaine et cela suite à une demande du Parlement selon le chargé des compétitions au secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football. Jo Samba affirme aussi que cela ne va pas impacter sur le calendrier de la saison 2017-2018. Jo Samba que je vous propose d'écouter. C'est l'Assemblée qui nous a saisis pour nous demander de décaler d'une semaine. Comme c'est notre principal partenaire dans cette organisation, nous, on ne peut qu'accepter de décaler. C'est pourquoi on a informé les clubs que le tournoi aura lieu maintenant, les vendredis 27 et dimanche 29 octobre au Stade Alassane Djigo. Tout est fait prêt, c'est peut-être trop dire parce que c'est la fédération qui organise avec l'appui de l'Assemblée nationale. Mais même si cet appui-là tarde à venir, c'est la fédération qui préfinance. Donc on est prêt pour organiser. Donc il faudrait nécessairement que la saison débute très tôt et se termine aussi très tôt parce qu'on est en année de Coupe du Monde. La saison commence par le tournoi de l'Assemblée nationale, donc le vendredi 27 octobre. Mais le championnat professionnel commence en fait le 18 novembre. Donc au plus tard, le 31 mai, et pour ce qui nous concerne le 9 juin, la saison sera terminée avec la Coupe du Sénégal. Et le tournoi de l'Assemblée nationale précède la saison de football qui se prépare, en tout cas chez beaucoup de clubs qui ont déjà entamé donc la préparation de la saison de football 2017-2018. Une préparation d'avant-saison qui a une importance incommensurable, Antoine, surtout pour les joueurs, selon Hassan Faye, préparateur physique à l'Institut Djambar. Selon lui, les joueurs qui ratent cette préparation subissent les conséquences durant la saison. Hassan Faye que je vous propose d'écouter. Donc, par rapport à la préparation de début de saison, je dirais que c'est une période fondamentale pour le joueur, pour tout footballeur. Parce que si vous pouvez bien remarquer, les joueurs qui loupent cette partie, en général, ils font une mauvaise saison, une saison couronnée de blessures en général. On peut prendre l'exemple de joueurs comme Diao Baldé actuellement qui fait pas une très bonne début de saison à cause de ça. On peut prendre aussi la blessure Ousmane Dembélé qui est aussi un exemple dans ce sens. Donc c'est une période qui est fondamentale pour le footballeur. Les joueurs qui le font bien ont beaucoup de chances de passer une bonne saison et les joueurs qui le loupent en général loupent leur saison. Parce qu'il n'est pas prêt pour fournir les efforts que demande le football de haut niveau. Donc son organisme n'est pas prêt pour faire les efforts que demande le football de haut niveau. Donc du coup, s'il force son organisme alors qu'il n'est pas encore prêt, ça peut amener des blessures qui peuvent souvent prendre du temps. Et souvent, le joueur qui est loin du terrain, ne s'entraîne pas, ne joue pas, perd des repères, perd des sensations. Et quand il revient, quand on te dit 6 semaines, en 6 semaines, tu reprends à jouer. Et pour retrouver ton top niveau, il faut 2 semaines supplémentaires ou même plus. Football, toujours avec l'Europa League. La 13e journée démarre aujourd'hui. À notre action, Nice et Lazio de Rome. Avec le même nombre de points 6, après 2 matchs, les 2 clubs vont se rencontrer aujourd'hui à 17h. D'autres équipes, Antoine, sont aussi à la quête d'une 3e victoire. C'est le cas de Dynamo Kiev qui rencontre Young Boys, Milan AC qui fera face à Athènes, Steaua Bucarest qui affronte Beersheva, Arsenal qui va rendre visite à Étoile Rouge.
Östersund qui accueille Athletic Bilbao et Zenit Saint-Pétersbourg qui rencontre Rosenborg aussi pour cette troisième journée. Il y a des équipes qui sont à la recherche d'une première victoire. C'est le cas de Lyon et Everton qui doivent s'affronter aujourd'hui. Aussi Bate Borisov qui doit rencontrer FC Cologne. C'est tout pour cette page des sports, Antoine. Sodatia, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Sans être adepte d'un fétichisme des chiffres, un retient en effet notre attention cette semaine. 7%. Vous aurez compris qu'il s'agit de nouvel indicateur de mesure de la prochaine progression de notre économie. Présenté de la sorte, avec beaucoup de raccourcis, avouons que ce taux de croissance pourrait sembler être une affaire de docte ou de grands clercs ministériels et éloigné de nos besoins primaires. Mais que non. Ce chiffre, s'il se confirme, participera plutôt à montrer l'effort collectif d'un peuple dans des secteurs productifs. Nous pouvons en citer comme exemple la vitalité constatée dans l'exportation de certains de nos produits agricoles. Ce fait tient d'une amélioration des moyens de rendement, mais également de mesures de rentabilité dans la commercialisation qui l'ont accompagné. Une situation qui permet d'offrir d'importants gains au monde rural lors de la dernière campagne. Pour autant, la pauvreté dans nos villes et campagnes n'a que modestement diminué. Située au-dessous de 50% selon certaines statistiques, elle n'a évolué que de 3 à 6 points. Nous pensons qu'il y a là des efforts à faire, pour ne pas dire des ponts d'alcool à franchir dans ce domaine. Surtout que ce chiffre prévisionnel de croissance, 7%, ne peut représenter économiquement une amplitude suffisante pour apporter des solutions à nos urgences nationales. Mieux, l'hypothèse d'une croissance captée essentiellement par de grandes entreprises qui font peu dans l'endiguement du chômage de masse des jeunes, mais aussi par des élites politiques et autres pour leur consommation, est une hypothèse avancée de plus en plus par des économistes. Ces mêmes économistes alertent également sur les risques d'une croissance appuyée par un emprunt auprès des banques avec un siège de la dette qui absorberait à lui seul un pourcentage important de nos recettes fiscales. Il s'agit là de quelques facteurs qui, pour éviter un engrenage, doivent inciter à la prudence pour la réalisation des objectifs contenus dans une future loi de finances, dont on nous dit qu'elle sera très sociale. Reste qu'en attendant, c'est un landerneau politique manifestant peu d'intérêt pour ces questions qui pourraient se ruer sur le débat du troisième mandat. Abdoulaye Ndiaye, merci. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Presse du jour, Georges Déthié-Diop. La santé serait-elle dans un état comateux? La question se pose avec l'affaire Aïcha Diallo, cette fillette de 12 ans décédée à l'hôpital de Pikine par négligence selon ses parents. Et le témoin, lui, se pose la question de savoir si nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Le journal évoque le manque d'humanisme chez les soignants, le mauvais comportement du personnel médical, que confirment des médecins qui parlent d'un problème d'éducation de base et d'un mauvais système de santé. Le journal pointe du doigt les erreurs médicales, les mauvais traitements, les négligences, défauts de prise en charge, déficit en lit, et la liste est loin d'être exhaustive. Dossier sur le sujet aux pages 6 et 7 du journal Le Témoin. Vox Populi, lui, ouvre une large fenêtre sur l'accueil dans les hôpitaux. C'est à croire que tout repose sur l'argent. C'est d'ailleurs pourquoi le journal parle de destin tragique des malades clients. Et le professeur Abdoul Khan semble confirmer le journal. Le professeur de cardiologie de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cité par mon confrère, dit dans son livre « L'éthique, le soignant et la société » que dans nos hôpitaux, on pense plus aux soins qui rapportent de l'argent qu'à la qualité des prestations. Alors qu'on n'a pas fini de parler du cas Aïcha Diallo, Vox Populi nous apprend qu'un malade meurt après 2 semaines passées devant l'hôpital de Thiès. La solution à tous ces problèmes passerait peut-être par une réorganisation des services d'urgence. C'est ce que propose en tous les cas le secrétaire général du SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le docteur Boli Diop, qui, selon enquête, met le doigt dans la plaie. Le secrétaire général du SAMES explique, selon mon confrère, les blocages et donne des pistes de solutions pour sauver ce système plus malade que ses patients. Et dans le quotidien LAS, le docteur Boli Diop demande au procureur de s'autosaisir pour que la vérité soit dite dans l'affaire Aïcha Diallo. Dans l'As toujours, de gros nuages sur la campagne arachidière. Selon mon confrère, les Chinois désertent le marché sénégalais. Selon l'As, une surproduction mondiale de l'arachide en Chine en est une des raisons d'après des acteurs de la filière qui ne désespèrent pas, si l'on s'en tient au quotidien LAS, de voir l'État subventionner le prix pour permettre aux huiliers
de tout acheter. À la une de l'Observateur, il est question de rationalisation des dépenses avec la loi des finances 2018. Et le titre de l'Observateur est révélateur de l'orientation prise par le chef de l'État. Macky freine l'appétit de ses ministres. Selon l'Observateur, le président Sall a décidé de rationaliser les dépenses courantes de l'État. Et cela passe par des interdits. L'Obs rapporte que l'acquisition de véhicules est limitée à ceux des forces de sécurité et l'acquisition de mobilier de bureau est centralisée à la direction du matériel et du transit administratif. Et comme on parle du chef de l'État, le quotidien national Le Soleil nous apprend que Macky Sall se félicite du rayonnement diplomatique du Sénégal. Il commentait hier en Conseil des ministres l'élection du Sénégal au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les droits de l'homme, la question intéresse sans doute les proches du maire de Dakar, dont la photo est à la une du journal Le Quotidien. Et c'est Bamba Fall qui porte la réplique à Abdoulaye Wilane, le porte-parole du Parti socialiste qui récemment disait que lorsqu'une dent est pourrie, irrécupérable et ne sert plus à rien, il faut s'en départir. Réaction du maire socialiste de la Médina dans Le Quotidien, ce ne sont pas les dents qui sont pourries, mais la bouche. Bamba Fall s'exprimait hier à l'occasion d'une manifestation organisée à Grand Yoff pour la libération de Khalifa Sall. Des call centers dans une mauvaise passe. Selon Libération, ils sont au cœur d'une vaste fraude sur les télécommunications. Libération parle d'ailleurs d'un énorme scandale au cœur des call centers. PCCI, Way to Call, Cali Center, entre autres. Plusieurs millions de francs CFA ont été pompés grâce à des procédés mafieux ayant conduit à l'arrestation de 26 suspects qui travaillent dans ces centres d'appel. En sport, dans Sunulam, Gaston Mbengue indique la voie à suivre pour sauver le combat Modlo Lac de Guiers 2. Gaston suggère que les deux lutteurs diminuent de 10 à 15 millions de francs CFA leur cachet. Et ce drame pour terminer, drame à la une de l'Observateur, un drame à Gounas, un meurtre avant-hier. Aliou Faye tranche la carotide de son oncle avec une lame de ciseaux. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Il est question aujourd'hui de la problématique de la commercialisation de l'arachide au Sénégal à quelques semaines de l'ouverture de la campagne. Donc vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous avons deux intervenants en ligne. Ibrahima Badiane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des associations de producteurs du bassin arachidier. Il y a également Aliou Dia, bonjour. Bonjour, monsieur. Porte-parole du comité de suivi de la campagne arachidia. Alors, Ibrahima Badiane, en tant que président donc des associations de producteurs du bassin arachidier, disons tout simplement en tant que producteur, avez-vous des inquiétudes par rapport à la commercialisation de cette forte production d'arachide cette année? Tout d'abord, bon, je vous salue tout d'abord. En attendant, concernant la question que vous venez de nous poser, oui. Je crois bien que nous n'avons pas de problème. Nous, ce que nous attendons, c'est où écouler nos graines. Et je crois que le gouvernement doit faire face à cela. On est confiant et on attend toujours. Oui, écouler vos graines. Est-ce que ce qui se dessine comme situation, vous espérez pouvoir le faire? Qu'est-ce qui se dessine? Parce que en entendant le ministre de l'Agriculture parler, il a bien dit que la Sonacor a mobilisé des fonds. Donc, on n'a pas d'inquiétude. On attend toujours à écouler nos fonds. Aujourd'hui, est-ce que on peut connaître vos estimations par rapport à la production comparée à celle de l'année dernière? En tout cas, moi, j'ai toujours dit que du fait que je ne suis pas spécialiste en la matière, je ne peux pas estimer, mais on aura cette année une production record. On attend une production record pour cette année parce que la pluie était au rendez-vous, les producteurs ont eu des semences et vraiment on est confiant que ça va se dérouler normalement. Très bien, vous gardez la ligne, je vous retrouve dans quelques instants. Aliou Dia, vous êtes le porte-parole donc du comité de suivi de la campagne arachidière. Qu'est-ce qui est prévu par l'État pour une bonne commercialisation de l'arachide produite au Sénégal? Je vous remercie beaucoup, M. Antoine. Vous me permettez de saluer les auditeurs de RFM, de saluer également mon frère Badiane et de saluer les producteurs. Effectivement, toutes les
dispositions permettant de réaliser une bonne campagne de commercialisation sont prises parce qu'il y a une semaine, le ministre de l'Agriculture s'est entouré de tous les acteurs et effectivement, des orientations ont été données dans ce sens. Lesquelles? D'abord, les principales les dettes dues aux huiliers, à savoir que quand l'État avait effectivement pris la décision de mettre une taxe sur l'importation, l'enveloppe de cette taxe devrait être orientée vers la subvention à donner aux huiliers. Ça fait presque une ardoise de 5 milliards 400 et les dettes également dues aux opérateurs semenciers également seront payées. Cela permettra effectivement à ces derniers de pouvoir effectivement prendre toutes les dispositions pour que dès qu'on démarre la campagne, que l'argent soit sur place. Et également, la Sonacos l'année dernière, comme vous le savez, avait été assistée par l'État pour pouvoir trouver 45 millions de dollars qui lui avaient permis d'acheter 10 fois plus que ce qu'elle avait acheté en 2016-2017. Et cette année déjà, la Sonacos a 55 milliards en caisse et le WAO nous a confirmé effectivement que il en a effectivement ce qu'il lui fallait en argent pour pouvoir acheter. Et la CAIT de Touba, qui n'avait pas participé l'année dernière à la commercialisation, a pris l'engagement cette année de pouvoir participer. Donc, en tout cas, toutes les dispositions prises et il n'y a pas de... Oui, et qu'est-ce que cela signifie? On a une production record. Est-ce que cela signifie, en termes clairs, que toute cette production pourra être absorbée par les huiliers? Eh bien, je ne pense pas même que les acteurs quand même qui sont sur le terrain puissent penser que toute la production doit aller à l'huilerie. Non. Quand il y a une production nationale de 1 million de tonnes, d'abord il y a une bonne partie qui est prise par effectivement les huiliers. Il y a également une deuxième partie pour la consommation locale. Il y a une troisième partie pour des réserves semencières et une quatrième partie qui va à l'exportation et effectivement au niveau de l'OUMA et des marchés hebdomadaires. Justement, par rapport à l'exportation, on a parlé d'une forte production mondiale. Est-ce que ça ne risque pas de baisser cette année? Je ne le crois pas du tout, parce que quand on voyait les Chinois venir au Sénégal d'abord pour pouvoir acheter, à l'époque la Chine faisait 12 millions de tonnes. Cette année, leur évaluation, c'était 17 millions de tonnes, mais compte tenu effectivement de la qualité certainement de leur semence, comme c'est le cas au Sénégal, nous se retrouvons avec 20 millions de tonnes. Mais cela n'aura pas d'impact sur leurs besoins d'achat. Le problème, c'est que si le prix, par exemple, c'est du commerce, est intéressant au niveau du Sénégal, des Chinois vont montrer le dos au marché chinois pour venir prendre les graines sénégalaises. Cependant, il faudrait que je signale que l'année dernière, on avait 1 million de tonnes. Certains même disaient 1 million 50 000 tonnes, mais les Chinois n'avaient acheté que 215 000 tonnes de décortiqués. Ce n'est même pas donc 30% de notre production. Donc il n'y a pas de péril en la demeure. Je crois que le chemin déjà indiqué par le ministère de l'Agriculture et les huiliers et les acteurs nous permettront de pouvoir garder confiance. Les Chinois sont les bienvenus. Mais croire que si les Chinois ne viennent pas au Sénégal, ça va créer un désastre au niveau du commerce, je ne le crois pas du tout. Seulement, je compte sur le patriotisme et la citoyenneté de nos producteurs. Oui, aujourd'hui, quelles sont les prévisions? Parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui existe comme prévision pour cette production 2017. Eh bien, c'est sûr qu'on aura, comme l'a dit M. Badian, plus de 1 million de tonnes. 1 million de tonnes comme l'année dernière, quand même, vous parlez de production record. Et les huiliers, certainement, ont déjà exprimé leurs besoins d'achat et ça va faire presque 500 000 tonnes qui seront prises par les huiliers. Et si vous mettez maintenant la consommation locale, vous prenez à 350 000 tonnes, vous prenez les réserves semencières, 500 000 tonnes, vous conviendrez avec moi que avec des Chinois, ce serait mieux, mais sans les Chinois, les marchés internes pourront régler ce problème. Donc ce problème, tout simplement, c'est un problème d'organisation, parce qu'on a une bonne production, il faut éviter que les recettes, maintenant, que les recettes soient médiocres. Et pour cela, il faut une bonne organisation. Et j'avais commencé à dire, comme M. Badian, que le problème de nos paysans aujourd'hui, c'est pas un problème de Chinois, c'est un problème de d'écoulement de leurs produits. Et les conditions sont déjà sur place. Et que les paysans sont conscients que dans 3 mois, 4 mois, elles vont réclamer des semences. Ces semences ne viendront que de leur vente au niveau des points officiels, parce que c'est là où les opérateurs semenciers vont acheter, vont faire les sélections des meilleures graines
qu'ils vont conserver, conditionner et vont remettre à ces paysans. Donc je ne pense pas que le circuit officiel soit boudé et que, en tout cas, avec les Chinois c'est bien, mais sans les Chinois, la commercialisation n'aura pas de facteur. Merci. Merci Ali Dia. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du comité de suivi de la campagne arachidia. On termine avec vous, Ibrahima Badiane. Oui, par rapport aux Chinois, nos confrères de l'AS disent aujourd'hui que les Chinois pourraient être absents du circuit de commercialisation. Ça ne vous fait pas quelques inquiétudes en tant que producteur? En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que charité bien ordonnée par soi-même. Avant de servir les Chinois, il faut servir d'abord les usines, les locaux. Il faut d'abord servir les locaux. Nous ne demandons pas le départ des Chinois. Parce que quand il y a concurrence, le producteur n'aura pas de problème. Et quand vous voyez les années passées, toujours on vous disait que bon, la Sonacos a un besoin de 600 000 tonnes, Guao a un besoin de 300 000 tonnes. Et quand on fait une production record de 1 million et quelques tonnes, et que ces usines se limitent à 700 000 tonnes, je crois bien que le producteur aura des problèmes. Mais là aussi, je dis que l'État a fait face à cela. Parce que l'État sait ce qui se passe. Le ministre de l'Agriculture est conscient de ce qui se passe. Et il est prêt à protéger les producteurs. Nous, ce que nous disons, c'est que nous vendons nos graines à bon prix, à temps, et vraiment sans problème. Parce que quand vous écoutez M. Alidia, j'ai bien entendu M. Alidia dire que comme vous, la proposition du Sénat, de 210 francs le kilogramme, nous aussi, nous producteurs, nous avons fait notre proposition. La proposition des producteurs, c'est 225 francs. Mais celui qui n'a pas ce qu'il veut se contente de ce qu'il a. Parce que l'État fixe les produits selon le prix du marché mondial. Donc là, nous disons que quand on voit tout ce que le gouvernement est en train de faire pour les producteurs, la subvention sur le prix de l'engrais, de l'arachide, de l'intrant et autres, je crois bien que l'État est en train de veiller à cela et que nous, dès 3 mois seulement, nous allons demander des semences. Donc, il faut faire attention. Donc 225, ça risque d'être impossible, hein? C'est ce que vous voulez dire. C'est pas impossible, mais quand vous voyez 225, c'est bon pour le producteur. Mais à l'avenir, le producteur aura des problèmes parce que tôt ou tard, nous allons réclamer de l'engrais, des semences, de l'intrant et autres. Ce serait beaucoup d'efforts à demander à l'État, c'est ce que vous voulez dire. Et tout cela, voilà. Très bien. Tout cela, c'est l'État qui subventionne. Donc, nous aussi, nous devons vraiment féliciter l'État, écouter ses consignes. Nous sommes prêts aussi à faire ce que l'État a demandé. C'est que quand l'État fixe le prix gramme à 210 francs, nous sommes prêts à vendre à 210 francs. Mais nous ne pouvons pas nous donner nos graines et attendre des mois pour rentrer dans nos fonds. Merci Ibrahima Badiane, président de la Fédération des associations de producteurs du bassin arachidier. C'est fini pour Point de Vue. La météo, avant de vous rappeler les titres, le temps sera stable sur la quasi-totalité du pays, à l'exception de l'extrême sud-ouest où le ciel redeviendra nuageux à couvert avec de faibles risques de pluie. La sensation de chaleur se maintiendra sur l'ensemble du pays, notamment sur les régions centre et est du territoire, où les températures maximales vont varier entre 36 degrés et 43 degrés. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle les titres. Hôpital de Pikine, le personnel en colère, les blouses blanches l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse ce matin. Pour eux, il n'est pas question de les mêler à l'affaire Aïcha Diallo. C'est de l'acharnement contre le meilleur hôpital du pays, ont dit les travailleurs de la structure sanitaire qui est aujourd'hui au devant de l'actualité. Que justice soit faite dans l'affaire de la jeune Aïcha Diallo. Ces propos sont du professeur de médecine El Hajnia. Il regrette ce qui s'est passé à Pikine et prône une révision du système sanitaire au Sénégal. Des nouvelles des pêcheurs, du pêcheur saint-louisien blessé par les gardes-côtes mauritaniens. Il se porte mieux et il est rentré chez lui. Au sujet des 22 autres pêcheurs arrêtés en Mauritanie, les 17 ont été finalement libérés. C'est un autre univers pour les ex-pensionnaires des collèges Jérusalem qui ont intégré d'autres écoles de la capitale. Ils font avec la nouvelle situation. Et puis en politique, Idrissa Seck descend à nouveau sur le terrain au moment où son parti est fortement secoué par des départs.
Décryptage de la démarche du leader de Rewmi. C'était dans ce midi présenté par Antoine Diouf. À la technique, Serigne Salioudem. Réalisation El Hadj Ndiogou Diène. Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, la grande édition en Wolof sera présentée par Sokhna Ngodengom. Tout de suite, Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.